Vrai ou faux, Florent? Les Français sont toutes et tous nuls en maths. Ça, c'est faux. Il y a ceux et celles qui ont la bosse des maths et celles et ceux qui ne l'ont pas. C'est faux. Les filles ne peuvent pas être aussi bonnes en maths que les garçons. C'est faux. Si je réussis en maths, ma réussite scolaire est assurée. C'est faux. La réussite en maths est une histoire de pédagogie. Je dirais vrai, mais partiellement. La méthode Singapour est révolutionnaire. Faux. Faire réussir nos élèves en maths passe par la formation des enseignants du primaire en priorité. J'ai envie de dire Joker. Eh ben, acceptons le joker et puis quelques vrais faux pour faire connaissance avec toi. Tu as toujours adoré les maths. Faux. Tu es prof par vocation. Faux. Tu es prof de prof. Vrai dans le sens où je suis formateur de prof également. Tu aimes prendre du recul sur ta pratique. Vrai. Tu es auteur de livres pédagogiques. Vrai depuis peu. Bienvenue Florent. Merci. Alors, les mathématiques occupent aujourd'hui une place centrale dans les politiques publiques éducatives, en particulier en France avec le plan 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, dit plan Villani-Torossian, depuis 2018. Les mathématiques qui ne semblent pas être l'ami des élèves français au vu des résultats PISA. Alors, chacun y va de sa solution, chaque solution qui pourrait être celle de Singapour ou pas. Et si on faisait le point avec mon invité, Florent Noguez, excuse-moi, maître formateur et auteur de Un jour, un problème aux éditions Nathan, pour démêler le vrai du faux concernant l'enseignement des maths. C'est parti pour 1 heure autour des maths. Entendu. Alors, on va mettre les deux pieds dans le plat. Qu'est-ce qui cloche dans notre enseignement en maths? Alors, on parle beaucoup de ce problème depuis les résultats PISA de 2022, il me semble. Alors, PISA, c'est un test international qui a lieu tous les 3 ans dans les grands pays, enfin dans les pays de l'OCDE. Et j'ai envie de modérer ce tableau où on dit que la France est vraiment mauvaise en mathématiques, parce que quand on regarde les résultats en détail, on est dans la moyenne de l'OCDE. On a tendance à se comparer beaucoup à l'Allemagne et on voit qu'on a des résultats très similaires à l'Allemagne. Donc déjà, j'ai envie de modérer. Il y a parfois un effet médiatique où quand on fait des recherches résultats PISA France sur Internet, on tombe sur des titres d'articles assez catastrophiques. Et en fait, quand on regarde le contenu ensuite de ces articles, euh, c'est beaucoup plus factuel. Ça reprend des éléments de la DEP, qui est notre organisme de statistiques en résumé, et qui dit que la France, certes, a vu ses résultats baisser, c'est factuel, mais comme tous les pays de l'OCDE, suite à la crise du Covid. Après, je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail, il y a des points saillants quand même. Il y a quelque chose qui est contre nous, c'est la différence de résultats entre les élèves favorisés et défavorisés, qui est chez nous, qui est très marquée par rapport à la plupart des pays. J'ai lu aussi que les garçons avaient 10 points de plus que les filles, comme beaucoup de pays de l'OCDE, mais pas tous. Donc ça, c'est à travailler. Les filles étaient plus anxieuses que les garçons en France. Voilà, cette différence d'anxiété était plus grande en France que dans la plupart des autres pays. Il y a un problème de climat scolaire. Alors ça, c'est du déclaratif. C'est des élèves de 15 ans qui répondent à des problèmes mathématiques, et on les interroge sur des choses, sur des éléments déclaratifs comme le climat scolaire. Donc nos élèves de 15 ans, visiblement, se plaignent du climat scolaire et déclarent, c'est du déclaratif, recevoir moins de soutien de la part des enseignants. Et le rapport de la DEP, je ne sais pas comment on prononce, déclare qu'au contraire, certains pays asiatiques comme le Japon, euh, les élèves sont en réussite parce qu'également ils se sentent plus soutenus par les enseignants. Voilà, donc il y a pas mal de choses à nuancer sur le fait de dire que la France est nulle en mathématiques. DEP, je viens.
Direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance. Voilà, un organisme du ministère, qui permet, d'évaluer, les actions éducatives. Merci d'apporter, cette complexité. Moi, ce que j'ai envie de dire et ce que ça m'évoque, c'est que finalement, ces résultats PISA, sur lesquels on est tous, très, très axés, hein, dès que ça sort, tout le monde est aux aguets, les médias en premier. En France, on aime bien, dans la presse, le catastrophisme, hein, voilà, un catastrophisme qui, j'ai envie de dire, peut servir, à certains, discours, je dirais, politiques. Ça, c'est moi qui le dis. C'est que ça, et ben, voilà, on peut l'utiliser si on a envie d'apporter une solution et d'être sauveur, eh bien, on va aller chercher ce qui fait défaut et si on met un peu plus, de complexité, bon, on s'aperçoit que certes, il y a des choses à changer et tu as souligné les points sur lesquels il fallait vraiment agir, hein, sur l'inégalité, filles-garçons. C'est intéressant, je pense à une étude qui avait été faite, une recherche qui avait été faite, en géométrie. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose? C'est une épreuve avec la figure de Rey. Alors, je ne sais pas si vous voyez la figure de Rey, c'est une figure géométrique un peu complexe. Quand on dit, aux filles que c'est une épreuve de géométrie, la réussite est bien moindre que les garçons. Par contre, quand on dit que c'est une épreuve de dessin, il y a quasiment pas, je crois, de différence. Donc c'est assez intéressant finalement de faire ressortir ces points et de se dire: «OK, c'est donc là-dessus qu'il faut qu'on agisse et on va voir ensemble, ben, sur quoi on peut agir». Alors, oui, on peut Dis-moi? rebondir déjà sur le problème entre les filles et les garçons, parce que là, on parle de PISA, c'est une épreuve à 15 ans, mais nous, maintenant, on a des évaluations très régulières en CP, CE1, etc. Et on constate un différentiel, une différence de résultats entre les filles et les garçons dès la fin du CP. Donc ça quand même, ça nous pose question. Alors, j'ai envie de dire que c'est multifactoriel. Il y a un certain regard de la société, des familles, peut-être des implicites dans nos pratiques, mais il y a peut-être un point sur lequel on peut agir facilement en élémentaire, puis plus tard au collège, c'est de proposer des éléments positifs, présenter des personnes, des femmes qui ont réussi en mathématiques ou en sciences, et le fait de dire: «Bah, voilà, telle femme a eu tel prix en mathématiques, par exemple, ou tel prix Nobel», ça donne des modèles, aux petites filles qui se disent: «Bah, pourquoi pas?» OK. C'est intéressant, c'est de se dire que dans notre inconscient, le modèle de la réussite mathématique, est associé, aux hommes et qu'il faut changer ça puisqu'il existe des modèles, féminins, qui ont réussi, en mathématiques. Alors, on parlait du plan, Villani-Torossian, donc on sait qu'il y a un enjeu sur la formation des mathématiques, qui est important. Tu parlais des points sur lesquels, il faudrait changer de braquet. Alors changer de braquet, il y a quelques mois, dans les tuyaux, on disait: «Ah, méthode Singapour», ou pas, parce que finalement, dans le plan, Villani, il y a plein de points, qui peuvent être abordés, en dehors de cette, méthode, qui serait, peut-être, présentée comme miracle. J'aimerais bien que tu nous dises, que tu nous présentes les enjeux qu'il y a finalement sur ce changement, de braquet, sur ce changement dans les apprentissages des mathématiques, pour voir ce qu'il y a derrière ce qu'on a à installer et puis, on verra ensemble, déjà ce qui se fait déjà et puis, comment on peut, au cours de la scolarité et bien principalement, en primaire, heu, bah, faire évoluer les choses et faire des mathématiques une réussite plus égalitaire. Alors, c'était une question un peu complexe, un peu Je vais fourre-tout. répondre Je partiellement re déjà. Hein? Je peux répondre partiellement et puis Exactement. alors, c'est vrai qu'il y a un gros, gros débat sur la méthode Singapour qui a été relancée en décembre 2023 suite à nos résultats PISA. Il y avait un discours politique qui disait: «Bah, ça serait bien d'utiliser cette méthode Singapour». Heu et c'est intéressant de revenir en arrière avec ce fameux rapport Villani-Torossian qui date de 2018, si je me souviens bien, et qui apportait une forme de nuance par rapport à la méthode Singapour, qui disait clairement,
c'est pas possible de le transposer exactement en France, mais qu'on pouvait s'inspirer de quelques principes. Si on veut résumer en 3 étapes la méthode Singapour, c'est on a l'étape concrète, l'étape imagée et l'étape abstraite. Et j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Quand on voit, nous on connaît bien Montessori sur l'importance de la manipulation. On Jérôme Brunner qui parle, du mode énactif, iconique et symbolique, qu'on peut mettre vraiment en parallèle avec la méthode Singapour. Hem, donc j'ai envie de dire qu'il y a pas, il y a des choses qui sont pas nouvelles et ce fameux rapport Villani-Torossian dit: «Bah, voilà, ce qui se passe à Singapour et dans quelle mesure, quels sont les éléments qu'on pourrait prendre?» Alors déjà, tout simplement, il y a une formation en quantité et en qualité à Singapour et je pense que tout le monde serait d'accord en France pour, bénéficier d'une telle formation en quantité et en qualité. Voilà, que dire encore sur ce Bah, ce qui m'intéresse là dans ce que tu dis, c'est que finalement, méthode Singapour ou pas, l'idée c'est de prendre les principes qui sont importants et qui construisent concrètement une culture mathématique, chez nos élèves, que ça passe par Singapour ou pas. Et que finalement, nous en tant que professionnels, en tant qu'enseignants, si un jour une méthode ou une autre nous est imposée, qu'on dépasse, je dirais, les volontés politiques pour aller vers le geste pédagogique et le geste professionnel. Donc, si on parle de Singapour ou pas d'ailleurs, enfin, c'est pas l'objet de décortiquer Singapour, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour enseigner les mathématiques à des élèves de la petite section, puisque ça commence en petite section, jusqu'au lycée, mais on va peut-être aujourd'hui se focaliser sur cet enseignement des mathématiques à l'école primaire parce que, on sait que c'est un endroit où on a un peu de chemin à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est rien fait, mais un peu de chemin à faire sur cette culture mathématique. alors, il y a un maître mot, c'est la verbalisation et quand on parle de Singapour avec alors je reprends les termes, c'était, je suis perdu. Étape concrète, imagée, abstraite. Le rapport Villani-Torossian, lui, il parle de manipuler, verbaliser, abstraire et j'ai envie de dire la manipulation, je pense qu'on est assez d'accord, en particulier en maternelle et dans les petites classes élémentaires, de son importance, même, je dirais après. Mais manipuler pour manipuler, sans verbalisation, en fait, ça mène à rien. Donc il faut toujours accompagner cette manipulation de verbalisation et il faut faire attention à ce passage à l'abstraction. On a tendance à aller trop vite, même parfois en élémentaire, en maternelle même, heu, toujours aussi de l'accompagner de verbalisation. Donc j'ai envie de dire ça, c'est le maître mot et je pense que quels que soient nos courants pédagogiques, je pense qu'on peut être tous d'accord, tous se mettre d'accord sur cette importance de la verbalisation, de la petite section jusqu'au collège, voire lycée. J'aime beaucoup ça, hein, c'est que cette triphase dans l'enseignement, hein, manipuler, verbaliser et puis, abstraire. Est-ce que, heu, en fait non, je vais formuler autrement. J'aimerais bien qu'on fasse un arrêt sur image sur cette, verbalisation et sur, cette, ce que tu as dit en filigrane, manipuler pour manipuler. Manipuler ne suffit pas parce que finalement, il n'y a pas d'engagement cognitif et comment on fait concrètement quand on fait manipuler nos élèves, quel que soit le niveau, pour, permettre aux élèves de comprendre, de s'approprier la tâche cognitive qui est derrière. Et ça, c'est au service des apprentissages, chez les tout petits, mais aussi, dans la réduction des inégalités plus tard. C'est que, on n'est pas tous baignés, dans la même culture, à la maison et s'il y a bien une tâche importante pour l'école, c'est celle de mettre des mots sur ce qui est utilisé dans notre cerveau pour réussir la tâche scolaire. Donc, ma question, c'est comment on fait pour s'assurer de ça? Ce que tu dis, c'est important, c'est il y a certains élèves qui n'ont pas accès à la parole aussi facilement que d'autres et quand on dit verbaliser, c'est faire verbaliser.
mais c'est pas toujours possible. Typiquement, j'ai j'ai mes élèves qui me disent: «Bah, j'ai réfléchi dans ma tête». Une fois qu'ils ont dit ça, bah, on est bien avancé. Heu et je pense que c'est à nous, dans un premier temps, de poser des mots, de verbaliser à la place de l'élève. Il y a une expression qui revient régulièrement, autant chez les Canadiens que dans le rapport Villani-Torossian, mais aussi chez Mireille Brigodio, c'est mettre un haut-parleur sur sa pensée. C'est-à-dire, on est en train de résoudre un problème mathématique, par exemple, on utilise telle procédure. Nous, ça se passe dans notre tête, mais on va expliquer, on va poser des mots sur ce qui se passe dans notre tête d'enseignant, d'adulte, pour donner un modèle aux élèves. Et ça, on va pas le faire qu'une fois, on va le répéter de façon quotidienne, pour que les élèves puissent s'approprier, bah, ce qui se passe dans nos têtes, tout simplement. Tu nous donnes un exemple? Tu nous ferais un petit exemple, en direct? Oui, alors Ah ouais, j'adore, merci. alors moi, je suis élève non, pardon, je suis enseignant en grande section et donc je propose des problèmes, ritualisés, enfin, tous les jours à mes élèves. Et j'ai en tête une, vidéo qu'on a tournée. C'est, voilà, dans mon sac, j'ai 5 bonbons. Donc je montre bien les 5 bonbons à l'ensemble de mes élèves. Donc on est d'accord, il y en a 5. Comme je suis très gentil, je vais t'en donner 2. Ce qui est dans mon sac n'est pas visible et pourtant mes élèves de grande section, voire de moyenne section, pourraient répondre à la question: «Combien de bonbons reste-t-il dans le sac?» Donc alors j'ai dit 5, j'en donne 2. Heu et moi, typiquement, j'avais vu un élève utiliser ses doigts, enfin, sans parler, utiliser ses doigts, avec en échangeant avec une camarade. Donc je l'invite à donner sa réponse devant tout le monde et à expliquer comment il a trouvé. Il me dit: «Bah, j'ai réfléchi dans ma tête». Mais là, pour le coup, j'étais observateur. Je sais qu'il a utilisé ses doigts. Au début, il n'a pas été capable de dire: «Et bah, voilà, bah, du coup, c'est moi qui ai posé des mots Mmh. sur sa stratégie, sur sa procédure. Je vois que tu as utilisé tes doigts. Effectivement, au début, il y avait 5 bonbons. J'ai vu que tu as baissé 2 doigts et effectivement, il reste 3 bonbons dans le sac». Mmh. Donc au début, j'ai beaucoup d'élèves en maternelle qui vont me dire: «Bah, j'ai réfléchi dans ma tête». Donc c'est à nous d'être vraiment observateurs, aussi de leur donner des procédures, que ça soit, alors je refais des gros mots, hein, de surcompter, décompter, d'utiliser ses doigts, par exemple, ou d'utiliser la bande numérique pour répondre à des problèmes. Mais vraiment au début, c'est à nous d'apporter nos bah, enfin, pardon, de mettre un haut-parleur sur notre propre Mmh. pensée. Donc manipuler, j'ai mes 5 jetons, OK. Je peux, concrètement avec, mes mains sentir ces 5 jetons. J'en écarte 2, donc il m'en reste 3. La verbalisation, c'est mettre des mots sur ce que je suis en train de faire. J'ai mes 5 bonbons. D'ailleurs, si je voulais vraiment une manipulation, je mettrais 5 bonbons et pas 5 jetons. Parce que J'utilise des bonbons en bois. ouais, c'est ça, parce que finalement, les jetons, il y a déjà un degré d'abstraction Tout à de fait. dire: «Un jeton représente, un bonbon». Je verbalise et je veux bien que tu comment on passe à cette abstraction avec des sur le même sujet, avec, des élèves de grande section pour aller au bout de cette démonstration et finalement, c'est parce que c'est l'idée que j'ai derrière la tête, c'est que cette démonstration, elle est valable pour tous les concepts mathématiques qu'on aborde avec nos élèves. Oui. Alors ça rejoint l'ouvrage, que j'ai écrit. Moi, ce que je propose, c'est vraiment une phase de jeu de rôle qui va durer environ 2 semaines, où on va concrètement prendre un sac, des bonbons en bois, voire des vrais bonbons, peu importe, et je vais appeler un enfant qui va jouer la situation où enfin, qui a le sac de bonbons, qui va vraiment donner à un autre enfant. Tout le monde qui répond avec ses doigts. Et moi, durant cette phase de jeu de rôle, je leur dis: «OK, donc il y avait cette situation et moi je vais la dessiner rapidement au tableau». Heu, donc je leur donne un modèle de schématisation. Vous avez vraiment joué avec des bonbons, mais moi je peux dessiner rapidement la situation au tableau. Donc je vais dessiner 5 ronds qui représentent des bonbons. Je leur dis: «Bah voilà, ça c'est un bonbon», je vais très vite et soit je vais faire une barre qui sépare les 2 bonbons qui ont été donnés, soit, je sais pas, je vais hachurer les 2 bonbons qui ont été donnés. Bah, vous voyez, les bonbons qui restent n'ont pas été hachurés, ils sont de l'autre côté. Donc ça, on va le répéter pendant 2 semaines. Et après, comme tu dis, tu parlais de jetons, on passe à une phase un peu plus abstraite, donc ça peut être utiliser des jetons. Moi, j'aime bien utiliser des images. Donc on va passer de bonbons en bois à des bonbons sous forme d'images.
et on va jouer à la situation avec des images et un système de cache. Et puisque j'ai montré la situation, puisque j'ai montré comment schématiser pendant 2 semaines, bah, je vais appeler un élève pour, schématiser à son tour, devant tout le monde. Et chaque jour, un élève différent va schématiser. Et quand la situation est bien installée, et ben, je distribue des ardoises à tout le monde, heu, avec une nouvelle situation, et tout le monde va pouvoir, schématiser sur son ardoise. Cette schématisation, pardon, elle est en lien avec la maturité de nos élèves. J'imagine qu'en maternelle, les différences sont importantes. Alors, oui et non, j'ai en tête 2 élèves en très grande difficulté qui ne verbalisent pas, enfin et pour le coup qui schématisaient de très belle façon. Que ça soit sur cette situation ou des situations de partage, ils avaient très bien compris le principe de la schématisation, mais ils n'étaient pas capables d'expliquer avec leurs mots. Et bah, là, encore une fois, c'est moi qui posais des mots. Heu, C'était une situation de partage, je me souviens très bien pour une élève qui est en difficulté. Imaginons, tu as, 6 bonbons et moi j'en ai 4, donc je ne suis pas content, et je voyais cette fille qui était en grande difficulté, bah, elle dessinait rapidement un bonhomme qui faisait la tête avec ses 4 bonbons et l'autre avec un sourire et ses 6 bonbons. Donc elle dessine d'abord la situation, elle prenait une éponge pour effacer, ton 6e bonbon et pour me le donner. Donc, je suis plus nuancé pour dire qu'il n'y a pas forcément d'étape. Parfois, la schématisation peut aller avant la verbalisation. C'est ce que j'ai constaté avec mes élèves. Très très intéressant. Ça veut dire que c'est pas, pas comme tu le dis, des étapes, dont il faudrait s'assurer l'étape, «inférieure» entre guillemets pour passer à celle d'après. C'est bien que dans chaque situation mathématique, il y ait ces 3 composantes: manipuler, verbaliser et abstraire. Absolument, faut pas croire qu'il y a une étape de verbalisation. La verbalisation, elle est sur toutes les étapes, et si l'enfant n'est pas capable de verbaliser, c'est à nous d'apporter notre aide pour verbaliser. J'insiste encore sur, l'importance de la verbalisation en mettant des mots sur les procédures qui nous ont permis de résoudre telle situation. Par exemple, tout à l'heure, j'avais 5 bonbons, j'en ai donné 2, il m'en reste 3. En posant des mots sur ces procédures, les enfants sont capables de réinvestir ces procédures. On parle du problème du transfert. Ben, on est vraiment là-dedans. Grâce à la verbalisation, ils seront capables de transférer leur savoir dans une autre situation. Est-ce que tu sais me dire si finalement cette, culture mathématique, enfin en tout cas j'ai envie de l'appeler comme ça, installée, dès le plus jeune âge, chez nos élèves, on va la retrouver pour tous les concepts mathématiques, même au collège et au lycée? C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si en tant qu'élève, j'ai été accompagnée avec cette manière de faire, pardon, hem, j'ai a priori tous les outils pour comprendre ce qu'on proposera, à partir de la quatrième où là, ça devient, assez costaud. J'ai envie de dire que c'est mon espoir. J'ai pas assez de recul, je suis formateur et enseignant en classe, donc j'ai pas du tout ce recul, c'est l'espoir que je forme. C'est en accompagnant ces élèves dès la maternelle, en leur donnant, heu, accès à la verbalisation, accès à différentes stratégies plus ou moins efficaces. Le but, c'est d'aller vers des procédures expertes, hein, bien sûr. Hem, de leur donner déjà ce goût par rapport aux mathématiques, parce qu'on parle, d'anxiété, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a une part d'anxiété chez les élèves par rapport aux mathématiques. Chez moi, c'est d'abord une situation vécue, c'est une situation engageante, une situation qui plaît aux enfants. Mon souhait, c'est que ça perdure, parce qu'on parle de problèmes mathématiques. Alors le mot problème pose problème justement. C'est ça, Si on ouais, tout parlait à de fait. défis mathématiques, ça serait déjà plus valorisant, moins anxiogène. Heu, Mon espoir, c'est que les enfants soient engagés dans des défis mathématiques, que ça leur plaise, qu'ils aient envie de résoudre des défis. Voilà, tout simplement. Tu me tends la perche là pour, aller, vers la question d'après. Je rappelle que là, dans notre entretien, on essaye de répondre à la question, de quoi on a besoin pour, enseigner les mathématiques, de façon pertinente et
oui, pertinente et valable à nos élèves avec la méthode Singapour ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de déterminer ce dont on a besoin pour enseigner les mathématiques et pour que nos élèves apprennent et aient un niveau mathématique suffisant. On disait en tout début d'entretien, tu nous pointais les points, les domaines sur lesquels il y a des progrès à faire, sur l'inégalité liée au niveau social, l'inégalité filles-garçons. Tu nous disais que c'était important de proposer des modèles positifs aux filles pour qu'elles se sentent capables de. Et le troisième point, c'était sur le climat scolaire, l'anxiété. Et du coup, moi, ça me fait penser à cette anxiété liée aux mathématiques qui est peut-être, c'est une hypothèse que je formule, liée à la pression qu'il y a sur les mathématiques en termes de sélection scolaire et sélection sociale tout court, hein. C'est que si on n'est pas bon en maths, finalement, on ne peut pas réussir dans la vie. Il y a un peu de ça. Très clairement, j'aurais adoré être médecin, vraiment, hein, mais je me suis dit: «Non, je peux pas, je suis nulle en maths, quoi». Et alors, c'est vrai que ça m'avait choqué. J'ai des amis dont le fils est maintenant en première année de médecine. Il nous avait expliqué l'an dernier ou il y a 2 ans, il y a des histoires de spé maintenant, c'est plus le bac C ou S. Il était plus important pour son dossier, pour intégrer, une formation de médecine, de prendre maths et physique. Donc ça m'avait surpris et j'ai fait mes petites recherches et c'est pas un problème qui date, de ces dernières années, mais c'est un problème qui est ancien, hein. J'ai fait des recherches. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une critique sur le site de l'INA d'un médecin en 1965, bah, qui disait mais en gros, je vais résumer, qui regrettait ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on fasse une sélection par les mathématiques et qu'on coupe l'herbe, enfin, qu'on Qu'on se prive de le de bon de 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 médecin, personnes qui seraient de très bons ouais, médecins? voilà, qui faisait passer de bonnes mathématiques, là je le cite, et en plus c'est bonnes mathématiques ou c'est mathématiques à un niveau, avancé, hein. Bien sûr qu'on a besoin de mathématiques quand on est médecin, mais peut-être pas à un niveau, très, 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 très avancé, voilà, heu et dont ils ne vont pas se servir au cours de leur carrière de médecin. Qu'est-ce que j'ai lu encore? C'était, voilà: «Je ne crois pas que la médecine se résolve avec des équations». Donc ça, c'est une citation de Jacques-Pierre Piron, voilà, qui était un chirurgien dans les années 65, donc ça remonte à fort longtemps, qui, bah, regrettait ça et on a enfin, nous, c'était l'époque du bac S ou du bac C. Ça a longtemps été considéré comme une voie royale, bien sûr, pour un médecin, mais même j'ai vu, hein, pour être avocat, pour être haut fonctionnaire. Mais quelle est la place des mathématiques pour être un bon avocat? Donc ça, c'est quelque chose que je regrette, effectivement. Quand un médecin doit être d'abord un bon psychologue. Il a besoin, quand il voit son patient, est-ce que je dois l'inquiéter? Est-ce que je dois le rassurer? Avant de lire, de façon froide un bilan sanguin, par Un compte exemple. rendu, oui, tout à Voilà. fait. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette. J'ai pas de Par exemple, pour les inégalités filles-garçons, j'ai donné une piste, hein. Là, j'ai pas de piste, j'avoue. Voilà. Non, mais je pense que ça, c'est une réflexion collective et c'est une réflexion systémique. C'est quelle est la place, comment se fait la sélection de l'élite dans notre pays? Voilà. Et en quoi notre système répond à cette volonté de sélectionner et avec quoi? Et de façon factuelle, aujourd'hui, les mathématiques sont bien une manière de C'est vrai que sélectionner. quand on est au lycée, quand l'élève ne sait pas quoi faire, quand l'enfant ne sait pas quoi faire, on lui dit: «Essaye de garder les mathématiques le plus longtemps possible». Parce qu'on sait bien en tant que parent que, ça ouvre plus de portes. On sait pas trop pourquoi. Enfin si, on sait, enfin, on le regrette, mais dans les faits, on demande à nos enfants de garder les maths le plus longtemps possible. Et effectivement, c'est ce que tu disais sur, c'est une forme d'anxiété, que ça soit chez les enfants ou chez les parents. Il faut absolument que mon enfant puisse réussir en maths et c'est peut-être pas les mettre dans des bonnes dispositions. C'est ça. Donc du coup, on voit les leviers, hein, sur lesquels, il faudrait agir pour, un enseignement, des mathématiques efficient. Eh bien, on a quelque chose de très conjoncturel et systémique qui est l'anxiété et la place des mathématiques, avec toute la pression que ça peut avoir.
agir sur les inégalités, on en parlait. On parlait du coup, quelle que soit la méthode, d'intégrer, des phases d'enseignement de mathématiques, manipuler, verbaliser, abstraire, transférer, j'ai ajouté Transférer tout à fait. et transférer et il y a, il y a quelque chose, est-ce qu'on sait faire le lien aujourd'hui avec, tout ce qui est neurosciences, Alors, lié à ces moi, étapes? je le fais en tout cas. OK. Moi, je suis sensible, j'ai lu, Steve Masson, c'est un neuroscientifique, canadien, qui dit en résumé, il vaut mieux faire des séances courtes mais régulières, on va dire, 5 minutes, on va rebrasser, telle situation pendant 5 minutes, 1 fois par jour, plutôt que de faire des grosses séances de 20 ou 30 minutes, hem, voilà, qui vont pas, permettre de rebrasser, efficacement. Et il y a aussi le fait de alors, comment dire? De jouer contre la courbe de l'oubli. C'est-à-dire, voilà, on va faire une belle séquence pédagogique sur la soustraction, disons, on va faire un bilan, puis on passe à autre chose. L'idée de Steve Masson et de nombreux neuroscientifiques, c'est, de façon épisodique, voilà, de faire un rappel court avec des variables qui changent. C'est-à-dire si c'est en fait, il faut faire attention à nos variables. Si elles sont trop faciles, bah, l'élève, n'a pas de difficulté et ça lui sert à rien. Si c'est trop difficile, ça peut le mettre dans un certain état d'anxiété et ça va pas favoriser, l'ancrage des connaissances. Donc c'est à nous de f pardon, c'est à nous de faire preuve d'observation pour trouver nos bonnes variables, mathématiques, puisqu'on parle de mathématiques, pour rebrasser efficacement une notion. Voilà. Mmh. En lien avec, les étapes, enfin les étapes qui ne sont pas des étapes, d'ailleurs, heu, les les différentes composantes, voilà, les différentes composantes de l'enseignement mathématique tel que tu nous l'as décrit, la manipulation, la verbalisation, l'abstraction et le transfert. Est-ce que est-ce que tu saurais m'associer pour chacune de ces composantes, un concept, neurosciences? Tu parlais de la courbe de l'oubli, par exemple, je trouve ça intéressant. On peut imaginer, que c'est, dans la transférabilité, des choses, c'est que, OK, je l'ai à disposition et je sais le prendre et l'utiliser ailleurs. Est-ce qu'on peut faire ça pour les autres, composantes ou pas? C'est une vraie question ouverte. Je suis pas assez spécialiste, de la question. Ce que tu as dit sur la notion du transfert de la courbe de l'oubli, ça colle parfaitement. Non, là, j'avoue que Ça je marche. pense Très bien, des recherches. Du coup, c'est peut-être, pour ceux et celles qui ont envie, du coup, de s'assurer de toutes ces composantes nécessaires à l'enseignement des mathématiques dans une méthode Singapour ou pas, et je mets le «ou pas», c'est s'assurer que toutes ces composantes sont présentes et qu'ils puissent les associer à ces concepts, de neurosciences et du coup, nous assurer en tant que professionnels, de du choix d'une méthode, quelle qu'elle soit, pour qu'elle soit efficiente et qu'elle soit au service des apprentissages de nos élèves. Puisque finalement, c'est l'objet de cet échange, c'est de permettre, aux collègues qui regarderaient, cet entretien, de se dire: «OK, moi je dois choisir une méthode en mathématiques pour apprendre les mathématiques à mes élèves, notamment en primaire. Qu'est-ce que je choisis? On m'impose pas, mais je vais vérifier qu'il y a toutes ces composantes. Si elles n'y sont pas, comment je m'assure de les y mettre pour, rendre cet apprentissage efficient?» voilà, alors j'ai pas forcément de réponse, mais si j'ai un conseil à donner, c'est, de lire Steve Masson. C'est vraiment son ouvrage est très accessible. L'ouvrage est derrière, c'est «Activer ses neurones», je crois, qui donne des principes, assez clairs, je trouve, voilà, sur la planification des apprentissages. Ouais, voilà, de planifier plusieurs fois dans l'année avec ce que moi j'appelle le rebrassage, de faire attention à l'entraînement trop prolongé. Lui, il parle de je retrouve son terme, de de suppression. Voilà, si ça devient trop automatique, l'élève ne réfléchit plus et s'il ne réfléchit plus, bah, ça ne sert plus à rien.
Donc il faut vraiment doser l'entraînement, il faut vraiment doser les répétitions pour que l'élève reste actif d'un point de vue cognitif, que ça soit pas quelque chose de mécanique, voilà. Très intéressant cette, piste finalement de croiser, des choses, qui sont très généralistes liées à l'apprentissage et tu nous proposes, ces pistes, de Steve Masson qui finalement sont utilisables dans n'importe quel type, d'enseignement, quelle que soit la matière et de garder en tête, ces composantes, d'un apprentissage mathématique efficient et de croiser tout ça et de se dire: «Ah OK, qu'est-ce que je comment je brasse tout ça et comment, j'organise ma pédagogie?» puisque c'est bien ça mon expertise, Exactement. en tant qu'enseignant, c'est de en prenant des éléments, en faire une sauce qui permet l'apprentissage de mes élèves. Et il y a d'autres éléments de Steve Masson qui me viennent, c'est la notion d'évaluation. Il vaut mieux une évaluation très, très courte, très, très régulière. Alors nous, en maternelle, on n'a pas ce souci du stress par rapport aux évaluations, en général. Ce stress, il vient, par la suite. Mais voilà, au lieu d'avoir une belle séquence pédagogique avec une évaluation à la fin, pourquoi ne pas évaluer de façon très, très régulière? Déjà et cette évaluation va servir à l'enfant, aux élèves pour dire: «Ah ça je sais pas». Plutôt que d'avoir le stress de la note à la fin d'une séquence, voilà. Et j'aime bien cette idée des petites évaluations qui permettent, finalement, de se dire: «OK, moi à la f en grande section, je veux que vous puissiez, dénombrer jusqu'à» j'ai plus en tête, le et donc on va s'entraîner et donc vous avez plein de chances pour y arriver. Vous allez y arriver donc certains ils vont y arriver en 3 fois, Effectivement, d'autres en 10 fois et c'est chouette cette idée, qu'on peut garder d'ailleurs, sur tous les souvent. niveaux, jusqu'au lycée. Sauf que certains enfin les examens, pour le coup, sont, vraiment sanction parce qu'on n'a qu'une chance. Donc il faut pas non plus, leurrer nos élèves dans ces Oui, classes-là. Mais dans les autres classes de dire: ben ça, on peut s'entraîner quoi et puis, tu vas y arriver et ça va pas être juste une fois absolument. que je vais t'interroger, tu vas y arriver. Et si on fait qu'une seule évaluation, on peut être, fatigué ce jour-là, malade, absent ou Complètement. mal luné tout Ouais, simplement. Mais ouais. nous on est quand même beaucoup d'enseignants à préférer une évaluation au fil de l'eau, c'est-à-dire évaluer le plus régulièrement possible. Mmh. Et voilà, si l'enfant est fatigué tel jour et ben, c'est pas très grave puisqu'il pourra être évalué le jour suivant. Voilà. Tout à fait. Mmh. C'est le principe, aussi des ceintures qu'on passe, quand on a envie, quand on est prêt, quand on se sent prêt, quand on a envie de se lancer un défi ou quand on est très rassuré. Selon les je dirais les composantes, affectives de chacun de nos élèves et on revient à cette, à la composante sur laquelle travailler, que tu nous livrais au début, hein, sur l'anxiété liée aux mathématiques ou à d'autres matières et donc peut-être de faire baisser la pression. Absolument. J'ai J'aimerais bien terminer, cet échange sur, l'enjeu, de formation, surtout au primaire. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Pas spécialement, on évoquait au début le modèle Singapour. Alors on parle à la fois de la pédagogie de Singapour et du système scolaire de Singapour. Dans ce système scolaire, on a vu qu'on avait une formation en quantité et en qualité. Donc si on peut les imiter, ça serait chouette. Hem, voilà. Moi, je ce que j'avais en tête, derrière ça, Florent, c'est que, sociologiquement, sauf erreur de ma part, les enseignants du primaire sont plutôt issus, d'études littéraires et là, je vais parler de moi, de mon expérience en tant qu'enseignante. J'étais vraiment mais nulle en mathématiques. Enfin, je l'ai cru jusqu'à ce que je devienne enseignante et je pense que dans les premières années, n'ayant pas cette culture mathématique, j'ai fait des grosses bêtises pédagogiques. Et moi également, hein. On est beaucoup d'enseignants du primaire à avoir une formation soit littéraire ou par rapport aux sciences humaines. Moi, j'ai fait des études en histoire. Donc ça on a moins d'appétence en mathématiques, peut-être moins de goût, peut-être plus de stress ou d'anxiété, comme tu le dis, par rapport aux mathématiques. Donc il y a probablement un effort pour rassurer les enseignants,
leur montrer en quoi les mathématiques, dans les premières années, en maternelle et pourquoi pas en élémentaire, peuvent être amusantes, peuvent être vues comme un défi et pas comme un problème. Voilà, ça, ce sont des pistes, hein, que j'ai en tête. Mais tu vois, on parle effectivement, on se dit que, en maternelle ou, en élémentaire, les concepts mathématiques qui sont mobilisés, sont simples. Mais quand on n'a pas cette culture mathématique, avec tout ce qu'on vient de se dire, eh bien, on fait des bêtises. Vraiment, tu vois? Je trouve que, de prendre conscience qu'on n'a pas cette culture mathématique, c'est-à-dire faire aveu d'impuissance et de dire: «Je n'ai pas cette culture mathématique» et que le système, INSPE ou pas, enfin, apporte cette culture mathématique de base pour refaire faire aux enseignants le chemin qu'il y a à faire sur cette, culture mathématique. Je trouve, en tout cas, pour moi, ça serait vraiment une piste à explorer pour s'assurer, au-delà d'avoir des guides de maîtres, qui soient, pertinents, en se disant: «Oui, je la soustraction, ça va aller», et ben non, si on n'a pas le bon concept mathématique et la bonne culture mathématique derrière, on fait des grosses, grosses bêtises. Alors, je pense, tout à l'heure, on évoquait en maternelle et en élémentaire le fait de faire verbaliser les enfants sur leur procédure. Comment tu as trouvé la réponse? Et on voit à quel point c'est compliqué. Mais peut-être que nous, tous enseignants, si on faisait cet effort, voilà, je sais faire des alors, le problème, c'est que nous, on a passé différents stades, on est différents stades au-dessus. Alors, il y a des calculs qui sont automatisés. 5 moins 3, il y a pas besoin d'utiliser nos doigts, on sait que ça fait 2. Le problème, c'est de se remettre à niveau, de se remettre à niveau de nos jeunes enfants et d'avoir connaissance des différentes procédures possibles déjà. Si les différentes procédures possibles étaient claires dans notre tête, ça serait déjà intéressant et comment dire? Et de se mettre vraiment toujours au niveau des enfants. Certains Mmh. enfants sont capables de surcompter. Quand je dis surcompter, c'est voilà, alors là, je vais prendre le contraire. J'ai 3 bonbons, tu m'en donnes 2. Voilà, je pars de 3, 4, 5. Là, je surcompte. Mais c'est une méthode assez, c'est une, procédure assez experte qui est pas forcément accessible pour des élèves de petites sections, moyennes, voire grandes sections. Donc pour ces élèves qui n'ont pas accès au surcomptage, on va leur donner des stratégies, des procédures, d'un cran en dessous. Voilà, j'ai 3 bonbons, tu m'en donnes 2. Si je réunis mes doigts et ben, je vais dénombrer, déjà c'est tous les doigts levés. Heu Donc c'est un effort intellectuel à faire pour nous, c'est de faire le point sur toutes les procédures accessibles en maternelle, en élémentaire, qu'on puisse les verbaliser, qu'on puisse, donner un modèle à nos élèves. Mais tu vois, en termes de modèle, moi, je pense à mes premières années, me vient en tête, la soustraction à retenue. Donc moi, j'ai 57 ans, donc j'ai été élevée en mathématiques avec des choses, heu, on mettait peu de sens, hein, c'était très procédural et par exemple, je pose un, je retiens un, enfin voyez, et je ne savais pas, par exemple, je n'ai compris que plus tard que en fait, enfin le geste mathématique qu'il y avait derrière, c'était que quand, quand j'arrive pas à faire ma soustraction, j'ai pas assez en haut pour, enlever en bas, j'ajoute la même chose en haut et en bas pour puisque la différence est la même. Moi, j'en savais rien, Pareil, j'en savais rien. alors c'est pour moi, c'était exactement pareil. Enfant, j'ai appris la technique sans la comprendre et je l'ai compris une fois enseignant finalement et j'ai envie de faire le parallèle à on parle beaucoup de schématisation en barre qui vient il me semble de Singapour et j'ai envie juste de mettre en garde, parce qu'on voit, en tant que formateur, je circule dans des classes aussi en élémentaire, où les enseignants, on leur dit: «Bah, voilà, il faut faire la schématisation en barre», donc ils transmettent ça aux élèves et ça fait pas toujours sens. Alors certains élèves vont très, très vite, je donne une situation problème, je vais planter, des salades, 6 rangées de 20 salades, par exemple. Certains ont accès directement à l'opération à faire. Très bien. Certains, peut-être, au lieu de faire de la schématisation en barre, qui est un schéma très précis, peut-être qu'ils ont besoin de schématiser un peu plus de manière figurative, voilà, tout simplement.
Donc, ce que nous, on a appris de façon mécanique avec la soustraction, je mets juste en garde sur la schématisation en barre, qui peut être enseignée de façon, peut-être, parfois, trop de manière trop mécanique, voilà, sans mettre de sens, derrière. En fait, ça fait une belle conclusion, hein, Florent, à notre échange, hein. L'objet de cet échange, c'était d'essayer de répondre à la question de quoi on a besoin pour, apprendre, les mathématiques en tant qu'élève. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit transmettre en tant que pédagogue avec la méthode Singapour ou une autre pour outiller les collègues à se dire: «OK, qu'est-ce que je dois vérifier? Qu'est-ce que je dois installer qu'est-ce que je dois vérifier dans la méthode que je choisis et qu'est-ce que je dois installer, chez mes élèves?» On Tu nous as apporté beaucoup de complexité dans quelque chose qu'on nous a donné, de façon, très schématique et un peu, caricaturale. Si on fait le point, il y a plein d'axes qui étaient déjà présents dans, le plan, Villani-Torossian de 2018, donc ça commence à dater, mais des fois, il faut du temps pour que les choses s'installent. Travailler sur l'inégalité, liée, à l'origine sociale, l'inégalité filles-garçons en donnant des modèles, travailler sur le climat scolaire, mais ça, on peut peut-être y travailler en famille et en classe pour arrêter de mettre une pression de maboule sur les mathématiques et sur le fait que être bon en maths, c'est réussir sa vie. Ensuite, s'assurer qu'on installe dans nos pratiques, des composantes, qui feront une culture mathématique, hein, manipuler, verbaliser, abstraire, transférer. Et puis, tu nous as fait la proposition que je retiens et que je remets dans ce résumé, qui est celui de s'inspirer des neurosciences en lisant Steve Masson, par exemple, qui nous permet d'avoir des manières d'organiser notre apprentissage et de monter des séances pédagogiques, pertinentes. J'espère qu'on aura répondu à cette question. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure? Ah, j'ai envie de dire, quand on n'a pas d'enseignants au collège ou au lycée en mathématiques, malheureusement, il existe des pénuries d'enseignants, en particulier en mathématiques. Et voilà, quand on n'a pas d'enseignants, et ben, on risque pas de progresser en mathématiques. Donc, là, c'est un peu comme le problème de la sélection par les mathématiques. Là, j'ai pas d'outils, mais il faut pouvoir poser ce constat. Si on n'a pas d'enseignants en mathématiques, on peut pas avoir de bons résultats au test PISA également. Bien, allez, remontons les manches. Merci beaucoup en tout cas, Florent, pour cet échange.